Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct sur le burn-out. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Bienvenue. Je vous laisse le petit lien des professionnels qui seront en direct avec nous. Alors, pour parler donc du burn-out, on va accueillir pour cela Karine Chosmich et Violaine Capet. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure. Je vais attendre 1 ou 2 minutes avant d'inviter les professionnels. Je vous rappelle qu'en cette semaine de la santé mentale, c'est important de prendre soin de vous. On vous le rappelle, je pense, au quotidien dans nos directs. Aujourd'hui encore, pour faire face au burn-out, justement. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc aujourd'hui, le thème des directs, c'est le bien-être au travail. Bonjour Claire, bienvenue. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net et je donne la parole aux professionnels sur le burn-out. Alors pour cela, on va accueillir Karine Chosmich, Ikigai, qui est Violaine Capet. On est parti. Voilà. On a invité les deux professionnels et on va accueillir donc Karine Chosmich et Violaine Capet. Alors, est-ce qu'on a tout le monde? Super. Super. Alors, est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Oui. Oui. D'accord. Je vais faire attention parce qu'on m'avait déjà dit que parfois le son, quand on est à 3, il est moins bon. Donc, je vais rester attentive aux utilisateurs et utilisatrices. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté de faire ce direct avec nous sur psychologue.net. Merci Karine et merci Violaine. Aujourd'hui… Alors, je vois pas Violaine, par contre. Ah, je la vois pas. T'as un écran… Moi, je vous vois. T'as un écran noir, c'est ça? Oui. D'accord, étrange. Ok. Bon. Je te vois toi, je me vois moi, mais je la vois pas. Bon. Ah, d'accord. Alors, moi, je nous vois toutes les trois. Oui, moi aussi. Ah ouais. Je pense… Bon, tant mieux alors. Bon, désolé, malheureusement, je pense qu'on va pas complaire à tout le monde, mais bon, voilà. Je pense que les utilisateurs nous voient tous, sinon on aurait déjà eu des plaintes. Donc merci vraiment à toutes les deux d'être présentes. Aujourd'hui, on est là pour parler de burn-out, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Avant d'entrer dans le sujet, je vais vous demander de vous présenter tour à tour et on va commencer par Violaine, à tout hasard. Eh bien, bonjour à tous. Pour cette thématique, je dirais que moi, j'étais la personne prototype ou la personne type qui pouvait donc vivre un burn-out, puisque j'étais assez engagée, consciencieuse, motivée. J'avais fait des grandes études, j'avais du mal à déléguer, j'étais très perfectionniste. J'avais pas assez confiance en moi, je me connaissais pas assez non plus. Je pense que je vivais beaucoup dans le regard des autres. Et donc, ce qui est arrivé. Donc après, un long moment dans le public, puis dans le privé, en entreprise, en cabinet d'avocat. Bon là, c'est vraiment en plus cabinet d'avocat, c'est, je pense que voilà, c'est très burn-outivore. Voilà. Eh bien, j'ai fait mon burn-out. Donc, j'ai travaillé sur moi, je me suis formée, et puis j'ai créé une méthode pour accompagner des personnes qui avaient les mêmes problématiques que moi pour essayer essayer de se reconstruire plutôt, et vivre une vie professionnelle plus épanouie et équilibrée. D'accord. Voilà. Merci Violaine. Karine, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je suis psychothérapeute, humaniste et transpersonnelle. Ma vision de la psychothérapie, c'est je prends la personne dans toutes ses dimensions. Et donc, quand je parle du burn-out, je vais parler du burn-out à partir de la globalité de la personne. D'accord. J'en dirai un peu plus par la suite, mais voilà, c'est essentiellement ce qui m'intéresse. C'est pas seulement la problématique, c'est toute la personne. C'est ce qui vient d'être dit. On a un caractère engagé, perfectionniste, etc. Bon, c'est tout ça qui m'intéresse et les besoins. D'accord. Je m'appuie beaucoup sur la pyramide de Maslow ou d'autres tableaux. D'accord, merci Karine. Alors, allons directement dans le vif du sujet, le burn-out. Alors justement, qu'est-ce qu'un burn-out et quels sont les signes du burn-out? Karine, je vais te laisser commencer. Alors déjà, c'est plus de jus.
On n'a plus de jus, on peut plus. On se réveille le matin et on est dans une incapacité à se lever pour aller travailler. On ne peut plus réfléchir, on a le cerveau qui ne peut plus réfléchir, on ne peut plus ordonner ses pensées, on ne peut plus mémoriser, donc on est incapable de lire, on ne peut plus lire ses mails, on ne peut plus même s'intéresser intellectuellement à quoi que ce soit, donc lire ou même regarder la télé, c'est compliqué. On est extrêmement fatigué souvent c'est parce qu'on n'a pas vu venir en fait, on n'a pas su reconnaître sa fatigue, son surmenage intellectuel et physique. D'accord. On n'a pas su le voir. Donc voilà, c'est ça le burn-out, c'est qu'on ne peut plus. On ne peut plus. D'accord. Violaine, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qui te semble important? Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit aussi. Ce qui est simple, enfin, ce qui est difficile à comprendre souvent, c'est qu'en fait, c'est la résultante d'un état de stress immense, extrême, qui se traduit par un épuisement. Donc du coup, enfin, les deux sont pas toujours. Donc la conséquence, c'est effectivement un épuisement. Et je suis d'accord sur le fait que c'est à la fois physique, émotionnel, mental. À la fois, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à dormir, on est irritable, on est parfois il y a des signes même de dépersonnalisation. Enfin, voilà, on est vraiment pas comme d'habitude. Et puis ça devient de plus en plus fort. Et je dirais, moi, je parle beaucoup du burn-out. Après, c'est mon expérience, hein, mais comme une lutte contre soi-même. Vraiment comme une lutte effrénée contre soi-même, absolument épuisante. Parce que ça vient puiser dans nos ressources aussi. Donc oui, voilà, c'est une lutte contre soi-même, contre le temps, et puis contre les apparences aussi. D'accord. Si on me découvre, si on voit que je suis vulnérable, si tout ce que j'ai mis en place pour que ça ne se voit pas vient à être vu, vient à être perçu, et bien du coup je cours le risque de n'être plus rien, et donc du coup voilà, c'est une lutte presque contre le temps, contre soi-même, et presque une lutte qui peut nous mener très très loin. Alors finalement, il y a un sentiment de honte, c'est ça? Pour moi, certaines personnes peuvent être aussi, oui, comme ça. C'est pas une honte. C'est vraiment pas perçu comme ça. C'est l'idée que en fait, en état de burn-out, on n'est pas en capacité de dire que on ne peut plus affronter ce qui se passe. Que ce soit, alors il y a des situations de harcèlement qui sont particulières, mais ça peut être, on peut plus faire face au stress, on n'a plus les ressources. Sauf que c'est souvent des personnes à qui on a dit, quand on veut, on peut. Allez, voilà, c'est des personnes qui, par définition, ne s'écoutent pas. Et donc voilà, il y a vraiment un enjeu très très fort entre soi et les autres. On vit aussi beaucoup dans le regard des autres. D'accord. Alors, il y a aussi un quiproquo qui se fait souvent, c'est la dépression et le burn-out, finalement. Quelle est la différence entre la dépression et le burn-out? Violaine, je vais te laisser commencer cette fois. Je dirais que il y a, pour moi, un burn-out peut finir par une forme de dépression. Mais comme je l'expliquais avant, comme moi j'envisage, et les personnes que je reçois me parlent de cette lutte contre elles-mêmes quand elles deviennent enfin lucides sur ce qui s'est passé. Je dirais que dans le déclenchement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans une dépression, on va dire qu'il y a un ensemble diffus qui ne fonctionne plus depuis longtemps. On est dans quelque chose qui glisse inexorablement, lentement, et puis qui s'approfondit. Dans un burn-out, je dirais qu'on a un facteur déclenchant qui est beaucoup plus fort, puisqu'il y a une lutte contre soi-même, il y a une forme de craquage, on se prend un mur, ou alors on est paralysé le matin, on n'arrive plus à se lever, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort puisqu'on a lutté très fort. Donc du coup, la résultante est aussi souvent très forte, ou ça peut être le déclenchement d'une maladie auto-immune, ce qui est aussi quelque chose de très fort. La manière d'y faire face est aussi complètement différente. D'un côté, on lutte, de l'autre côté, on se laisse glisser. D'un côté, on a un rapport au temps, on n'en a jamais assez quand on est en burn-out, donc on essaye de le compenser comme on peut, alors qu'en dépression, on n'a plus de rapport au temps. Finalement, on est carrément, oui, on flotte en fait. Et dans le burn-out, on est dans de la surcompensation, je sais pas comment dire, de l'hyperactivité, un stress énorme. Alors que dans la dépression, en fait, on a complètement lâché.
on s'est laissé tomber. Il y a plus ce nerf, quoi. D'accord. En revanche, quand après cette faille est mise à nu et que le craquage, le cramage a eu lieu, là, il peut avoir une dépression. Mais après, les symptômes peuvent sembler être les mêmes parce que il y a quand même une fatigue, il y a quand même un état de mal-être et la personne se cache à elle-même. Enfin, elle est dans un déni très souvent. Ce qui se passe. Donc il y a des choses quand même qui peuvent être semblables. D'accord. Pour l'extérieur, voilà. D'accord. D'où finalement ce quiproquo que parfois on peut faire. Oui. D'accord. Karine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur la différence entre la dépression et le burn-out qui te semble important d'ajouter? Oui, je rajouterais que l'état dépressif, il y a un manque d'espérance, il y a une incapacité à se projeter. Alors qu'avec le burn-out, c'est pas moral, quoi. On n'a pas des idées noires forcément, ou ça peut venir après parce que voilà, ce combat intérieur, c'est pas facile. Mais voilà, je pense que ce qui caractérise, enfin, du moins en plus, tout ce que Violaine vient de dire. Je rajouterais juste que c'est un manque d'espoir, un manque de capacité à se projeter pour la dépression. D'accord. Karine, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment se déclare un burn-out? Alors, en fait, c'est très sournois. C'est ce qu'on disait, on s'en rend pas compte, on n'a pas de recul par rapport à ce qu'on est. Et puis souvent, ce sont des gens qui sont très responsables, très engagés dans leur travail, voilà, qui ne délèguent pas, qui ont le souci aussi de leurs collègues, etc., un sens des responsabilités qui est très fort. Donc, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Des premiers symptômes, ça peut être l'insomnie, la tête qui tourne en boucle, hein, les pensées qui tournent en boucle, et vraiment en boucle, c'est-à-dire sans trouver de solution. Hein. Ouais. Une grosse fatigue, voilà, une grosse fatigue. Et puis, tu m'as dit les symptômes, c'est ça? Comment se déclare le burn-out? Ah oui, comment ça se déclare? Moi, pour être passée par là, une incapacité à me lever le matin, par exemple. Voilà. Et puis, je pourrais dire aussi que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un détachement. Pour ces personnes qui étaient vraiment très engagées, qui avaient le sens des responsabilités, justement, qui ne délèguent pas, etc., tout d'un coup, tout ça, ça a moins d'importance. Il y a comme un espèce de détachement. C'est plus la priorité. Voilà, c'est comme si on était un peu sur un nuage parce qu'on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir, voilà, c'est ça. Le cerveau se déconnecte finalement. Ah ouais, vraiment. D'accord. Ouais. Violaine, est-ce que tu as besoin d'énormément de repos, besoin de dormir énormément. Violaine, toi aussi qui l'as vécu finalement, comment s'est déclaré ce burn-out? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, c'est violent. Alors pas forcément violent physiquement, mais violent dans le fait qu'à un moment on se dit bah non, en fait c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on a lutté. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un on-off, c'est cramé d'un seul coup. C'est tout ce qui était possible avant, enfin, dont on se persuadait que c'était possible, ben ne l'est plus. Et c'est vraiment l'idée d'un mur, de quelque chose qui est inéluctable. On s'est fait croire, on a voulu croire, on s'est perçu comme, et à un moment, il y a quelque chose d'inéluctable, et parce que ça ne peut pas être autrement. Pour quelqu'un qui glisse dans un burn-out, ça peut pas être autrement. C'est forcément violent, parce que généralement, il n'a pas voulu entendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc après, quand on le prend, c'est une incompréhension aussi totale. Alors c'est soit le corps qui dit complètement stop, soit la tête, mais en tout cas il y a quelqu'un qui dit stop dans notre écologie environnementale, voilà, humaine qui vient s'arrêter. Donc il y a un phénomène du coup d'incompréhension, d'échec très fort aussi. Ça c'est une forme de violence, hein, de masque qui tombe, de coming out qui est absolument pas maîtrisé parce que voilà, c'est. J'imagine qu'en plus pour des personnes perfectionnistes, l'échec est d'autant plus dur à encaisser. Ouais. Ça va être un long travail. On a le nez dans le guidon, donc on n'a pas de recul. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas venir. C'est pour ça que je dis on-off, parce qu'effectivement, c'est d'un coup. D'accord. Parce que finalement, on pense qu'on peut encore, et non, un jour, le cerveau… Même si l'entourage dit, tu sais, tu m'inquiètes un peu, tu devrais te reposer. Non, on va le faire. Et en fait, non. On n'a pas de recul, on est dedans.
Et peut-être écouter l'entourage qui commence à s'inquiéter en disant, tu sais, peut-être ça peut être un des signes qui peut nous permettre, enfin permettre à la personne qui a le burn-out, qui est en train de le déclarer, que là, il y a des petits signes quand même à reconnaître. D'accord. Alors finalement, c'est vrai qu'on parle de burn-out, mais alors est-ce qu'on peut en guérir et comment se guérir, Violaine? Bien sûr. Et pour même pour un certain nombre de personnes, c'est un cadeau mal emballé. J'aime bien le répéter, c'est-à-dire que effectivement, on a vécu dans l'illusion d'une superpuissance. On a vécu dans les yeux des autres qui projetaient des choses sur nous. Du coup, nous, on a fait siennes aussi toutes ces idées que quand on veut, on peut, qu'il faut être performant, que c'est comme ça que le monde fonctionne, parce que sinon tout va s'écrouler et on va se finir caissière au supermarché, qui a pas entendu ça dans son enfance. Ou voilà. Je n'ai absolument rien contre. On est bien d'accord. Quand je dis des éléments de stress qui font que voilà, tout à coup, on vit une vie. Finalement, est-ce que c'est notre vie? On ne sait pas. En fait, on est parti là-dedans. On s'est imaginé que c'était comme ça qu'on réussissait notre vie, et puis tout à coup, donc il y a ce mur qu'on se prend, et quand on accepte sa vulnérabilité, quand on accepte aussi de faire une pause. Alors ça, c'est essentiel. Sans pause, on n'y arrive pas. Ouais. Parce que d'accord, c'est vraiment suspendre ce temps qui nous a manqué pour avoir du discernement, pour comprendre ce qui se passe en nous et ce qui s'est passé. Et puis accepter cette vulnérabilité qui est en fait une force, une merveilleuse alliée pour vivre notre prochaine vie. Oui, tout est possible. Alors, je mettrais juste un bémol. Oui. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui avaient des burn-out extrêmement sévères et des personnes qui ont gardé des séquelles physiologiques de leur burn-out. C'est des personnes qui pourront plus jamais être exposées au stress comme elles l'ont été. C'est des personnes qui ont développé des intolérances d'ordre alimentaire qui resteront à vie. Voilà. Et qui font que il faudra envisager complètement une autre forme de reconstruction. Alors je dis, pour moi, elle est salvatrice parce qu'il y a enfin un équilibre. Enfin, on va se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Qu'est-ce que vraiment la réussite pour moi? On va écouter un équilibre à respecter. Tout ça, c'est absolument essentiel. Mais c'est vrai que on est passé par là. Si on ne sait pas le prendre à temps, il y a effectivement parfois une forme d'handicap qui peuvent encore être là. Alors voilà. En même temps, c'est dépassable dans le sens où c'est pas là l'essentiel non plus. Je pense que vraiment l'essentiel c'est de pouvoir réinventer sa vie, de revenir acteur de sa vie en arrêtant de se faire du mal et en attendant de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre finalement. Mais voilà, à la fois je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et très c'est fougueuse dans ma manière d'emmener les personnes qui viennent à moi, et en même temps voilà, je mentirais si je disais pas que c'est extrêmement risqué. Voilà. Ouais. D'accord, merci Violaine. Karine, est-ce que tu peux nous dire les prises en charge qui sont possibles suite à un burn-out? Alors avant, je voudrais rajouter quelque chose qui me semble important, c'est que en fait, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se questionner sur le sens du travail, sur le sens que l'on donne à son travail. Parce qu'à partir du moment où il y a un décalage entre nos valeurs profondes et nos besoins fondamentaux, et puis le travail lui-même, c'est là où quand il y a un décalage, il y a un surmenage, il y a un stress, etc., etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se questionner sur les réels motifs pour lesquels on travaille. Pas seulement les motivations, mais les motifs pour lesquels on travaille. Alors, bien sûr, on travaille, on parle souvent de travail alimentaire, bon, ça, ok. Mais on travaille aussi pour avoir de la reconnaissance, pour avoir du respect, pour se sentir utile, pour être bien dans sa peau, pour s'épanouir. Voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas sellement pour pouvoir manger et se loger. Il y a besoin aussi d'affection, d'attention, de reconnaissance. Il y a besoin aussi de connaissances, de continuer à apprendre toute sa vie, de continuer à avoir de grandir intérieurement, intellectuellement, etc. Et puis besoin aussi de communiquer. L'être humain, c'est un être de communication, donc il a besoin d'être avec les autres, il a besoin de relationner, il a besoin de communiquer.
et aussi qu'il y ait une cohérence entre son intériorité et puis le monde environnant. C'est pour ça que le soutien, soit par les collègues, soit par la famille, le mari, la femme, l'entourage, c'est très, très, très précieux. Et dans les prises en charge, je voudrais dire que la première, c'est celle-là. D'accord. Que le conjoint ou la partenaire soutienne, dise voilà, tu peux compter sur moi, je sais que tu traverses une phase difficile. C'est déjà, je dirais, la première prise en charge. Ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, que de toute façon on n'a plus de jus, on ne peut plus faire autrement, ben on va voir le médecin pour avoir un arrêt maladie. Et là, la première chose à faire, c'est se reposer, se reposer, se reposer. Après, c'est vrai qu'il faut justement comprendre le sens de ce qui vient de se passer, mettre du sens dans le burn-out. Très souvent, j'ai bien cette image de Violaine du cadeau comment t'as dit? Cadeau mal emballé. Voilà. Ouais, mal emballé, voilà, j'aime bien. C'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que très souvent, après un burn-out, il y a un changement de vie. En tout cas, un changement de vie professionnelle. Ça arrive, on va dire, après, je n'ai pas de pourcentage, hein. Mais bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Donc, oui, je pense que ça, c'est important de comprendre pourquoi, à un moment donné, ce burn-out nous fait changer de direction professionnelle. Parce que ça correspond à des besoins fondamentaux qu'on a, de cohérence avec ses valeurs profondes, de cohérence avec… Bon, on a fait un métier pendant des années parce que voilà, ça correspondait à l'énergie qu'on avait. Ouais. Et puis, on a évolué, et puis on a maturé. Et puis là, ça ne correspond plus. Donc, voilà, le burn-out, le corps, il dit stop, arrête. D'accord. C'est ça. Donc, la prise en charge, elle doit être psychologique aussi. D'accord, Karine, faire une pause. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça peut être difficile à entendre pour quelqu'un qui fait un burn-out. Alors, j'entends, oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire quoi, faire une pause? Surtout quand ceux qui font le burn-out ont une tendance à être dans une hyperactivité. Je pense à une personne en particulier. Déjà de la patience et le repos, mais vraiment un vrai repos, c'est-à-dire dormir, peut-être pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois, mais se reposer, se recentrer sur soi. Surtout qu'en plus de ça, très souvent, on ne peut plus ni lire, ni regarder la télé, parce que on ne peut pas. Le cerveau ne peut pas intellectuellement. Donc, c'est du repos. Peut-être du contact avec la nature, se ressourcer, marcher, etc. Et puis, vraiment avoir un soutien. Alors, à la maison, le repos, c'est aussi ça, c'est-à-dire s'octroyer des moments cocooning, des moments conviviaux, pour pas se sentir seul, parce que c'est la grande différence avec la dépression, c'est qu'on est quand même ouvert aux autres. On a envie de voir les autres. On n'est pas isolé dans son corps intérieur. Donc, et ce qui est trompeur, c'est que dès qu'on a un tout petit peu plus d'énergie, ça y est, hop, on va faire plein de choses. Ouais. Eh ben non, on n'a pas l'énergie pour ça. D'accord. Donc, c'est… Voilà, je sais pas si j'ai… Si, je pense que tu as très bien expliqué, justement. Je pense que c'est bien. D'accord. Violaine, je sais pas si tu voulais repos, quoi. Violaine, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les prises en charge qui sont possibles. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Karine, parce que c'était vraiment, j'insistais vraiment sur cette pause. C'est vrai que c'est très, très compliqué, surtout pour les femmes qui ont encore des jeunes enfants à la maison. Parce que, en fait, ces personnes-là, si elles ont fait un burn-out, c'est que justement, elles ne savent pas prendre du temps pour elles. Donc, prendre du temps pour elles, ça ne veut rien dire quand on les accompagne. Donc, leur dire se reposer, comme déjà, pour elles, ça fait pas partie de leur entendement. Enfin, c'est pas possible. Et il y a une culpabilité à rester à la maison, à subir un arrêt maladie. C'est extrêmement compliqué d'accompagner. Alors moi, j'essaye, hein, on essaye tous. C'est vrai que moi, je dirais, s'il peut y avoir du yoga, de la méditation, une capacité à partir, les personnes que j'ai accompagnées le plus efficacement, j'ai réussi à leur dire, écoutez, voilà, on se revoit dans 15 jours. Dans 15 jours, vous partez n'importe où. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change, quoi. Il y a quelque chose. Mais il y en a qui peuvent et puis il y en a qui ne peuvent pas. Alors, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire d'arrêt, de repos, de suspension du temps, d'accompagnement, quel qu'il soit, corporel, physique. J'ai vu que vous faisiez de l'art-thérapie. Je trouve ça génial parce que je me dis que c'est vraiment quelque chose qui accompagne parce qu'il reconnecte à soi. Moi, je sais que je me suis remis aussi à tout ce qui était mindfulness parce que j'accompagne aussi comme ça un petit peu
parce que comme ça, je les oblige. C'est pas sympa, Bah oui, mais je dis bon, au moins, on a eu une heure dans la semaine, voilà, on s'est reconnecté à soi parce qu'en fait, ça s'apprend. Moi, je trouve que c'est dingue. Enfin, voilà, ça devrait être dans les écoles. Finalement, c'est le plus important. Mais bon, voilà, on apprend après. Et puis la souffrance a quand même, heureusement, une fonction. C'est quand même de pouvoir nous reposer les bonnes questions et puis d'entrer en résilience. Et puis la croissance post-traumatique, voilà, c'est un concept génial qui dit que normalement, quand on s'en remet, on revient pas au même niveau, on revient beaucoup plus haut encore. Ouais. Normalement, si on a bien compris ce qui se passait, voilà, en nous. Mais c'est vraiment compliqué cette période de repos parce que nous, en tant que thérapeute, on peut orienter, on peut. Moi, j'essaye dès que je peux, parce que je suis juste à côté de la plage, de dire bon, allez, cette séance, on l'a fait en marchant dans les bois ou en marchant sur la plage, et parfois je vois des gens extrêmement essoufflés. Donc d'une fois sur l'autre, je me dis ah, là, on marche un peu mieux. Ou je me dis au moins sur la séance, à un moment, le corps aura pris l'air, et puis voilà. Mais c'est évidemment pas, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que après, il y a cette culpabilité à gérer. Il y a ces personnes qui veulent tout de suite se dire, allez, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je vais dire au boulot? Est-ce que je dis la vérité? Je dis pas la vérité? Et en fait, elles veulent tout de suite le point d'arrivée, alors qu'il faut apprendre à se dire, en fait, j'en sais rien. C'est ça, c'est la patience. Je me laisse porter. Mais le lâcher prise, ces personnes-là et j'en parle à bon escient, hein. Pour moi, c'était une torture de lâcher prise. Ouais. Mais voilà, c'est pas compréhensible. Donc, c'est long et ça, je pense que c'est vraiment la patience, s'armer de patience, comprendre que ça va être long. En fait, ça va être long. Il faut déjà se dire, c'est pas demain, ni dans 3 semaines, ni même dans 2 mois. C'est long. Et déjà, si on comprend que ça va être long et qu'on l'accepte, parce que c'est ça. C'est que ça va demander un temps d'acceptation. Et ben là, on va. Ouais, de s'approprier sa vulnérabilité, de s'approprier tout ce qui s'est passé. Et scientifiquement, le temps du décrochage, du moment où on rentre dans le burn-out, avant que ça explose, hein, il est, si ce temps-là est de 1, le temps de récupération est de 3. D'accord. Voilà. Ok, voilà. Donc il vaut mieux que ce décrochage ait eu lieu juste sur quelques mois, parce que sinon, c'est vrai que si c'est sur quelques années, le travail est d'autant plus grand, quoi. Pour arriver à quelque chose. Alors, on va passer à seconde partie, les questions utilisateurs et utilisatrices, parce qu'il y en a quand même pas mal, et j'aimerais bien en faire 5-6 quand même. Tant qu'on réponde. Alors, on va commencer. Alors, intéressant. On va commencer à tout hasard. Karine, qu'est-ce qui se cache derrière un burn-out? Eh ben, c'est toutes les questions existentielles. Je vais aller jusque-là, en fait. C'est-à-dire que, mais pourquoi je travaille? Quel est le sens de ce travail pour moi aujourd'hui? En fait, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on accepte de se poser et puis de prendre conscience que je suis en décalage avec ce travail-là, il ne correspond plus à mon engagement d'il y a quelques années. Quels sont mes besoins aujourd'hui? C'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est à ce moment-là, c'est aller chercher avec le thérapeute de quoi j'ai besoin là moi aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait ce travail-là parce que j'avais besoin de reconnaissance? J'en suis où là maintenant avec ce besoin de reconnaissance? Ou est-ce que c'est parce que j'avais besoin d'apprendre? Où j'en suis avec ce besoin d'apprendre, le besoin de connaissance, etc. Vous voyez, c'est pour ça que je mets ça vraiment en face des besoins, parce que il y a aussi ce besoin d'absolu, besoin de transcendance, besoin de plénitude, d'épanouissement. Et ça, quelque part, à un moment donné, on a besoin de le trouver aussi dans le travail. Et en tout cas, de trouver que le travail peut avoir un sens en lien avec l'épanouissement. Alors, évidemment, si dans le travail, on s'épanouit plus et qu'on s'étiole, ça peut plus durer. Voilà. D'accord. Ok. Merci Karine. Alors, une autre question. Violaine, comment poser des limites quand notre métier est notre passion? C'est très intéressant ça, parce que du coup c'est vrai que il y a la question de l'épanouissement, mais quand on est trop épanoui ou quand ça vient nous chercher trop loin, c'est pas bon non plus. Eh bien, quand même se poser des limites, essayer de comprendre pourquoi est-ce que on a du mal à quand même arrêter. On peut, enfin, si c'est sa passion, oui, pourquoi pas, hein, allons-y. Mais si ça se retourne contre soi-même et si on se fait souffrir, il y a quand même quelque chose qui va pas bien là-dedans. Donc,
une passion doit pas nous, c'est comme la passion amoureuse. On ne doit pas nous dévorer. On doit pas se désintégrer dans la passion amoureuse. On doit rester soi-même et on doit prendre soin de soi. Donc c'est ce même rapport, c'est-à-dire qu'on doit pas tout donner, on doit garder son énergie aussi pour avoir un lien avec le monde, pour avoir avec ses proches, pour avoir et donc se dire que si ça va peut-être trop loin, c'est qu'il y a quelque chose il y a un déséquilibre. Le burn-out est un déséquilibre. Il y a quelque chose à aller explorer. Pourquoi c'est si intense et pourquoi on va y laisser des plumes. Il y a quand même quelque chose qui est pas si d'accord, qui peut être quand même dangereux. Merci Violaine. Alors, je n'aime plus mon travail et je suis très fatiguée. Est-ce qu'on peut parler ici de burn-out, Karine? Non, burn-out, c'est la fatigue, c'est tout ce qu'on vient de dire. Par contre, c'est très bien qu'elle puisse se poser la question, qu'est-ce qu'elle n'aime pas dans ce travail? Qu'est-ce qui ne l'épanouit plus? Parce qu'elle dit, je n'aime plus, donc elle l'a aimé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la nature du travail qui a changé? Par exemple, les exigences, ou c'est devenu de plus en plus administratif, ou c'est devenu de plus en plus technique, ou je ne sais trop quoi. Donc, vraiment se poser la question, qu'est-ce qui m'a motivé au départ? Comment j'ai évolué et pourquoi j'en suis là maintenant? Le fait d'être fatigué ne suffit pas pour dire que c'est un burn-out, honnêtement. Ça peut être un début, mais est-ce qu'il y a des insomnies? Est-ce qu'on a la tête qui tourne tout le temps? Est-ce qu'on n'arrive plus à réfléchir? Voilà, c'est tout ça. Mais par contre, c'est très bien de se poser la question, est-ce que c'est un burn-out? Ou en tout cas maintenant, où j'en suis par rapport à ce travail? Voilà. Et éventuellement, si elle ne peut pas le quitter, ou si elle ne veut pas le quitter, qu'elle puisse dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer, ou comment je peux, par quel autre angle? Par exemple, si c'était pour, on va reprendre, se sentir utile, ok, bon, là, je me sens utile, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en face comme besoin? Voilà, parce que effectivement, oui, si on est fatigué, il faut se demander aussi pourquoi. Puis après, il n'y a pas que le travail qui fatigue. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ne plus aimer déjà son travail, c'est être épuisant au final de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Absolument. Bah oui, parce qu'on va, comme disait très bien Violaine, c'est un combat intérieur, quoi. On se force, voilà, on n'est pas épanoui, et puis donc oui, effectivement. D'accord. Ça, c'est. Merci Karine. Alors, il y a quand même pas mal de questions. Je suis étonnée. Violaine, comment faire pour aider quelqu'un qui se noie dans le travail? Eh bien, vaste question. Tout dépend si la personne est capable d'entendre déjà. Il y a des choses, on sait bien malheureusement qu'il y a des choses qu'on peut prendre qu'en charge soi-même si on accepte de les voir. Donc, une personne qui est enfoncée dans le déni et qui est en lutte contre elle-même parce qu'elle veut absolument ne tenir bon jusqu'au bout parce que c'est ce qu'elle a décidé. Ça va être difficile de l'aider. Et parce que voilà, pour l'aider, c'est toujours la même chose. Surtout pas travailler le week-end, justement faire ses pauses, avoir une vie équilibrée, manger sainement, faire un peu de sport, avoir une vie sociale, et lui faire comprendre. Voilà, il y a souvent chez les personnes qui sont prêtes qui vont faire un burn-out ou qui l'ont déjà fait, les sociologues parlent de centralité au travail, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'un avec son travail. On a quelque chose de voilà. Donc du coup, si je suis pas bon dans mon travail, je suis une personne nulle. Donc voilà. Et du coup, j'ai plus de sens du tout sur rien. Non, il y a des moments, on est moins performant, on est moins performant. Oui, il faut l'accepter. Et si on se noie dans le boulot, stop quoi. C'est non. C'est là où, en fait. Très souvent, et là, on n'a pas du tout dérivé là-dessus, mais parfois, le débat est là-dessus, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de la maladie professionnelle, parce qu'il y a harcèlement, parce que les entreprises font n'importe quoi, et c'est une partie du problème, d'accord? Il y a vraiment des problématiques de management, il y a vraiment des problèmes de stress au travail, de sens au travail avec des procédures. Il y a des personnes qui sont surqualifiées et qui font de la procédure toute la journée et qui remplissent des cases dans des tableaux Excel, c'est complètement dingue. Mais à côté, il y aura des personnes qui feront un burn-out et d'autres qui n'en feront pas. Pourquoi il y en a qui en feront et d'autres qui en feront pas? C'est qu'il y en a ceux qui en feront n'auront pas dit non parce qu'elles ont peut-être pas assez de ressources en elles pour dire
bah là, en fait, je me noie dans le boulot et c'est n'importe quoi. Ouais. C'est un boulot, ça n'est pas moi. Ouais. Mais très souvent, quand il y a cette centralité qui est trop forte, en fait, on ne fait plus la différence. C'est-à-dire, si je n'y arrive pas, je suis nulle, ou j'ai même plus d'existence sociale puisque je suis mon boulot. C'est un état de précarité immense, en fait, de se coller à son boulot. Bah oui. Donc, pour répondre par rapport à la question précédente, avoir une passion, avoir une famille, avoir des amis, tout ça, c'est hyper important parce que du coup, ça permet d'avoir un poids qu'on répartit équitablement. D'accord. Mais voilà, le burn-out est possible quand il y a à la fois un environnement qui est propice au stress et en même temps une personne qui ne sait pas dire non, a peut-être pas assez confiance en elle, quand on a du mal à poser des limites finalement, et qui pose pas de limites. Et il y a un moment, et c'est vrai que et là, il y a une vraie question aussi en termes d'éducation. C'est pour ça que je parlais à la fois de l'éducation nationale, mais aussi de quand on dit je ne peux plus ou c'est trop, c'est pas un échec, c'est pas qu'on est mauvais, c'est juste qu'on a pris conscience que ça n'était pas possible. Ouais. Et la personne qui va faire un burn-out va se persuader que c'est quand même possible parce qu'elle a perdu le jugement, parce qu'elle a quand même un peu honte de dire que c'est pas possible, etc. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. Et si ça se passe sur voilà, donc les collègues ont un vrai rôle. Si tant est que la personne veut bien l'écouter aussi. Après, il y a tout ce qui est les syndicats, les RH, etc. pour alerter aussi sur cette situation le plus possible en disant écoute, voilà, je m'inquiète pour toi parce que c'est compliqué. Après, voilà, la personne acceptera ou n'acceptera pas. Elle peut se sentir extrêmement jugée et au contraire se sentir sur le point d'être démasquée et du coup de encore renforcer ce lien. C'est une possibilité. Ou elle va être touchée par le fait que en fait oui, elle se sent seule depuis un moment, elle se sent débordée, elle ne sait pas déléguer, ça lui fait du bien d'avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur. D'accord. Voilà. Donc, de toute façon, il faut essayer. D'accord. Merci Violaine. On va terminer avec une question pour Karine. Alors, on a déjà parlé Karine, mais on va quand même en reparler parce que je pense que c'est très important sur le burn-out. Combien de temps finalement il faut pour se remettre d'un burn-out? Ça peut durer des mois, je vais peut-être un peu découragée, mais ça peut durer des années, parce que comme disait Violaine tout à l'heure, il y a des séquelles. Par exemple, le manque de concentration ou de mémoire, ça peut rester longtemps. Donc, je vais dire que ça dépend aussi de l'entourage, de la capacité du soutien que la personne a. Ça dépend aussi de sa capacité à vraiment se reposer, mais à accepter vraiment de dormir, de se reposer, de lâcher prise sur ses responsabilités professionnelles. Elle est en arrêt maladie, et ben elle est en arrêt maladie, point, c'est tout. Donc, parce que j'en connais qui, tout en étant en arrêt maladie, continuent à passer des coups de fil, envoyer des mails, etc. Ben non, tu lâches pas là. Donc, il faut vraiment lâcher. Donc, ça dépend de chaque personne, de la sensibilité de chaque personne et de la capacité à vraiment lâcher, à accepter de se reposer. Et puis de l'entourage, de la capacité aussi à faire le travail intérieur de prise de conscience de ce qui s'est passé pour commencer à se projeter. Mais moi, je dis plusieurs mois, c'est certain. Ah oui, c'est mieux de pouvoir se dire ça plutôt que non, mais moi, 2 mois, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Et si on s'illusionne en se disant dans 2 mois, je retravaille, on va retomber là-dedans et ça sera. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça peut être pire parce que là, alors là, il peut y avoir encore un sentiment d'échec parce que même j'ai même pas réussi ma guérison, quoi. Enfin, en gros. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue finalement, ouais. C'est ça. Et là, du coup, la dépression peut pointer son nez. D'accord. En tout cas, à l'état dépressif. Donc, bien prendre son temps et il faut être patient, bien que ça peut être très compliqué finalement face à la personnalité de la personne. Apprendre à s'occuper de... C'est ça. Et apprendre à s'occuper de soi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de méditer, de marcher, d'aller dans la nature, enfin, tout ce qu'on a dit précédemment. Si c'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'apprendre à s'occuper de soi. Alors, évidemment, quand il y a des enfants, on apprend aussi à montrer aux enfants, là, papa est fatigué ou maman est fatiguée. J'ai juste besoin que tu m'accordes du calme. Alors, vous jouez à côté.
Enfin, il y a des moyens quand même de montrer. Quand on peut plus, de toute façon, les enfants, ils le savent. Oui. Ils le perçoivent tout de suite. Hein. Quand il n'y a pas d'énergie, c'est même pas la peine, quoi. Donc, D'accord. D'accord. voilà, il faut mettre en place des choses. Voilà. Il y a, excusez-moi, si je peux rajouter une petite chose, je suis complètement d'accord, mais en fait, les personnes que j'accompagne et qui ont réussi leur reconstruction post-burnout, on peut dire, elles parlent carrément de changement de logiciel. Elles en parlent comme réapprendre à vivre, en fait. D'accord. Parce que c'est pas comparable. Voilà. Je pense que Karine, voilà, on a ce même sentiment. Et il y a des études qui ont été faites sur le fait que tout le monde ne réussit pas sa reconstruction post-burnout. Il y a des personnes qui sont hyper habiles pour, en fait, voilà, s'arrêter. Elles trouvent de l'aide, elles vont parce qu'il faut aller vite. Donc, elles sont sur le fil, ça tombe un peu, hop, elles arrivent à remonter. Et en fait, toute leur vie professionnelle, elles vont recommencer comme ça jusqu'au moment où, alors là, par contre, quand on tombe, je parlais de craquage la dernière fois, ou le fait de se prendre un mur, là c'est encore amplifié par toutes les années sur le, enfin, on n'a pas. Donc voilà. En fait, pour ça que vraiment considérer, c'est vraiment pas à prendre à la légère. En fait, le burn-out, c'est un vrai problème de santé réel. Et comme tu disais, Violaine, tout à l'heure, que ce soit reconnu par voilà comme maladie professionnelle, parce que c'est une vraie maladie, quoi. C'est pas juste un gros état de fatigue. C'est pas ça. Beaucoup plus loin. Et voilà, ça va beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'on met autant de temps à s'en remettre. Et puis c'est terrorisant pour la personne qui perd tous ses repères. Hein. Il y a vraiment cette notion de on ne se connaît plus, on ne se savait pas comme ça, on se pensait courageux. Et en plus, c'est horrible pour la personne parce qu'en fait, elle a fait plein d'efforts. En fait, elle s'est pas écoutée. Elle a essayé d'aller jusqu'au bout. Donc, elle a joué une forme, elle a mis la cape du héros, quoi. Et pour que finalement, elle en arrive là. Donc, il y a une espèce de tout ça pour ça, un sentiment d'injustice, un sentiment qui est normal, quoi. En même temps, personne ne lui a demandé ça. C'est ça. Et ça, c'est très difficile à accepter. Bien sûr. Que finalement, c'est nous-mêmes. Et on sait à quel point nous sommes notre plus grand ennemi. Oui. Plus la vie avance, et plus voilà. On se rend compte qu'effectivement, tout est là en fait. Mais bon. Il faut apprendre à être son meilleur ami. Merci à toutes les deux pour vos conseils et vos explications. Merci d'avoir accepté de faire ce live en cette semaine de la santé mentale sur le burn-out. Je pense que voilà, le chiffre parle de lui-même. Il y a plus de 100 personnes connectées, donc il y en aura beaucoup plus pendant tout ce live. Ce sujet est très intéressant et intéresse les personnes parce qu'on peut tous le vivre, voilà. Donc c'est très tous, oui. C'est très important de le rappeler. L'OMS a dit que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce serait une personne sur 4 qui était en situation de vivre un burn-out. Voilà. Donc alors justement, beaucoup quand même. Hein. Ouais. Justement, cette semaine de la santé mentale, est-ce que chacune vous n'aurez pas un message à faire passer? Par rapport, oui, c'est-à-dire, moi, ce que je dis, de ce que j'ai déjà dit, c'est peut-être prendre conscience de là où on en est, à tous les niveaux de sa vie. D'accord. Prendre conscience, de poser les vraies questions fondamentales, parce que c'est ça qui fait qu'on peut vivre en harmonie. C'est ça. Merci Karine. Oui, sur le burn-out, que c'est effectivement une épreuve de vie qui est dure, mais en fait, si c'est bien fait, et si on s'interroge, comme le dit Karine, vraiment sur ce qui fait sens pour nous, pas pour les autres, vraiment pour nous intimement, ce qu'on veut être. Enfin, souvent, on se rend compte qu'en fait, on a la possibilité d'être nous-mêmes après ce qui s'est passé. On a vraiment la possibilité d'agir. Il nous reste un bout de vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qui est important pour nous d'avoir fait avant de la fin inéluctable, parce que le burn-out parfois peut être vécu comme une petite mort, mais on s'en remet très bien. Et si on le prend comme ça, mais voilà, on peut vivre sa meilleure vie. Merci mon burn-out, quoi. Mais voilà, il faut quand même accepter cette remise en cause. Et ça peut être une aventure, une très belle aventure aussi. D'accord. Merci à toutes les deux pour vos jolis messages que vous avez transmis. Merci encore. Je vous laisse quitter ce live avec les petites croix qui sont au-dessus de vous normalement. Merci vraiment à toutes les deux. Une très belle journée. Merci. Belle fin de semaine. Merci Karine, merci Colette. Belle journée à toutes les deux.
Merci à Karine Chosmich et à Violaine Capé. Merci vraiment pour votre présence et d'avoir parlé du burn-out. C'était très important pour nous en cette semaine de la santé mentale. Je vous le rappelle, les 2 petits liens des professionnels, ils sont en dessous. Bien évidemment, je peux vous les transmettre par message privé. Vous n'aurez plus après qu'à les copier-coller ou cliquer directement dessus. Cela dépend de votre moteur de recherche. Merci à tous. On se retrouve ce soir pour un autre live avec une influenceuse. À très vite. Belle journée à tous.